Johnny Kitagawa, qui serait à l'origine de l'agression sexuelle de centaines d'autres enfants qui seraient passés par sa société. Des girls bands d'adolescentes, les plus jeunes n'ont que 12 ans. Elles sont remplacées dès qu'elles dépassent la vingtaine. On doit toutes se comporter comme des petites filles. Hello Kitty, les maid cafés, les idoles. Le Japon vend une image de douceur enfantine. Mais derrière les rubans, le sourire figé et les kimonos de poupées se cache un système économique et culturel qui repose sur un paradoxe troublant. Celui d'un pays où on protège l'enfance tout en la marchandisant. Bienvenue dans l'enquête. Aujourd'hui, nous allons remonter le fil de cette ambiguïté. Comment le pays du soleil levant, derrière son apparence de société parfaite, fait du profit sur le corps d'enfants toujours plus sexualisés et impose des standards de beauté enfantins à sa population féminine à la limite de la pédophilie. Imaginez que vous vous baladiez à Tokyo, dans le quartier d'Akihabara, et qu'au détour d'une rue vous croisez un bar. Vous entrez dans le bar en espérant voir un groupe de guitaristes qui tentent de s'en sortir, mais au lieu de cela, vous voyez des fillettes âgées de 10 à 13 ans se dandinant sensuellement devant des hommes d'une soixantaine d'années. Ça vous choquerait, non ? Eh bien, c'est la réalité pour des milliers de jeunes japonaises, avec une industrie qui s'élève à des milliards de dollars. Ce sont les aidoru, les idoles. Pour comprendre l'émergence et l'histoire de ces idoles, je me suis basée sur un article de Chiharu Shujo et Clara Vartel Sakamoto qui parle de l'hyperféminisation des chanteuses japonaises. À la fin du XIXe siècle, le gouvernement japonais met en place des cours d'éducation musicale pour les enfants. Il se base sur un répertoire, le shoka, qui est largement inspiré des chants patriotiques américains. Sauf qu'en fait, ces chants et ce répertoire, ils ne touchent pas les enfants parce que c'est pas des sujets auxquels ils sont confrontés. C'est pourquoi, dans les années 20, on a la création d'un nouveau mouvement, le Doyo Undo, qui remet l'enfant au centre. Donc ce sont des chants artistiques pour enfants. Parallèlement, on a des revues littéraires pour les jeunes qui apparaissent, avec notamment l'une des plus connues qui est Akaitori, donc l'oiseau rouge, par Suzuki Michiki, qui entraîne la création d'un manifeste d'Akaitori en juillet 1918, dans lequel il dit « La majeure des lectures enfantines en vogue ont des couvertures vulgaires. L'idée que ces lectures puissent nuire à la pureté des enfants est terrifiante. » En fait, c'est quelque chose que j'ai vu pendant toutes mes recherches. On a cet idéal de pureté enfantine, en fait d'un enfant pur. Et en fait, au Japon, on a cette idée que l'enfant est pur, qu'en fait, il naît pur par nature et qu'après, il est perverti par le monde des adultes. Et c'est pourquoi certains adultes, en lisant des comptines ou en regardant des idoles, faites le lien, essayent de retrouver en fait cette pureté enfantine en se rapprochant au maximum d'un monde non perverti par les adultes. C'est pour ça qu'on a la création à cette époque de nombreuses comptines qui sont totalement déconnectées de la réalité. On ne parle absolument pas des problèmes économiques, des problèmes d'abus sexuels. En fait, tout est lissé, tout est cliné pour créer en fait cet imaginaire et créer cette bulle, créer ce monde dans lequel les adultes peuvent se retrouver pour un peu oublier et retourner en enfance en quelque sorte. Et donc parallèlement, dans les années 20, on observe une massification de l'art, de la culture. Et donc à cette issue, on a la création de chants d'enfants enregistrés, les Rekodo Doyo, et donc qui sont diffusés à l'échelle du pays. Et donc ça c'est révolutionnaire, parce qu'avant, les enfants ils chantaient devant leurs parents ou devant leur école, mais maintenant ils peuvent être enregistrés et cet enregistrement peut être diffusé à un niveau international. Et c'est à ce moment-là également qu'on a l'apparition des premières idoles féminines, les shoujo kashu, les fillettes chanteuses. En fait, elles évoluent dans des groupes de chœurs, et après, si elles sont assez talentueuses, elles sont enregistrées et diffusées. En fait, les compositeurs, ils l'ont très bien compris. Comme il y a cet idéal en fait d'enfants purs, etc., que les adultes recherchent, ils ont compris que s'ils mettaient des enfants sur le devant de la scène, forcément, ils allaient vendre plus de disques. Je sais pas si c'était des disques à l'époque, mais on s'est compris. Et c'est intéressant à savoir, mais ce phénomène évolue parallèlement à la création des premiers enfants stars dans les années 20 et 30 à Hollywood. N'y voyez pas là de lien direct, mais ça emmène quand même à réfléchir sur la surexposition des enfants dès les années 20 en fait, sur le devant de la scène, et la façon dont ils sont traités. Et donc, ces shoujo kashu, elles ont toujours un but. Transmettre la sagesse, l'innocence féminine et enfantine. Par exemple, le compositeur Notori Nagayo, qui a fait donner à ses 3 filles Midori, Kimiko et Wakaba des concerts dans tout le Japon. Donc en fait, même les parents en fait, sont d'accord avec ces pratiques. Et on voit qu'au Japon, mais ça peut s'appliquer à la majorité du monde, la figure des femmes évolue selon le contexte sociopolitique. Par exemple, entre les années 1911 et 1916, c'est l'essor du mouvement féministe. Les filles sont donc habillées à la garçonne, avec des habits dits à l'occidentale.
Pendant la Grande Dépression, on privilégie l'image de femmes conservatrices. Mais donc, le corps des femmes japonaises est un reflet direct de l'état de sa société, et le fait qu'à l'heure actuelle, il y ait de plus en plus d'idoles, de shoujo, ne serait-il pas un signe, en fait, que cette société se pervertit ? Et on peut l'appliquer à un système plus global, parce que c'est pas seulement le cas au Japon. C'est à ce moment-là que la shoujo kashu se développe en masse, avec un public d'enfants, mais également d'adultes. Et c'est ça qui est plutôt surprenant. En fait, les adultes, comme dit précédemment, veulent retourner en fait vers cette enfance. Et donc les shoujo kashu sont un moyen d'y accéder. Elles sont soumises à des régimes stricts et surtout, elles sont jugées en fonction de leur âge. À partir de ce moment, elles deviennent adolescentes, elles sont renvoyées, car elles ne correspondent plus à cette pureté enfantine recherchée. Donc en fait, cette volonté un peu d'être proche de son public et de montrer des relations amoureuses, elle va éclore et se développer énormément avec l'apparition de ce qu'on appelle les idolu. Et donc au début des années 60, on a la création d'un nouveau phénomène, les idoles, les idolu. Ces idoles jouent sur le voyeurisme et sur le fanservice, parce qu'en fait si elles ne plaisent pas au public, elles sont tout simplement renvoyées. Et donc ça entraîne des pressions monstres sur ces idoles. Aujourd'hui, on compte plus de 100 000 idoles au Japon. Et c'est tout un business. Elles proposent des relations tarifées. On peut par exemple passer 1 minute avec elles pour 10 €, faire une photo pour 20 €, mais ça ne dépasse pas le contact physique. Aucun contact physique n'est accepté. Donc ce n'est pas de la prostitution en soi, parce que la prostitution enfantine est bien sûr proscrite, mais c'est une sorte de contact malsain. Parce que la plupart de leur public est âgé d'une cinquantaine et d'une soixantaine d'années. Moi, je suis venu voir les Morning Musume. Je porte le t-shirt du fan club dont je fais partie. Quand ces idoles ont jusqu'à 13-14 ans et peuvent parfois même avoir 6-7 ans. Donc en fait, ce qui plaît, ce qui différencie les idolu, c'est que ce ne sont pas des stars. En fait, les stars qui sont vues comme intouchables et ayant des talents extraordinaires, en fait, elles plaisent à la population, mais d'une façon différente des idolu. Parce que les idolu, elles sont proches de leur public. On peut passer du temps avec elles, on peut les voir directement depuis notre télévision ou même en allant dans un bar. Et en fait, la performance ici n'est pas recherchée. Le but est plus de plaire à son auditorat. L'un des critères majoritaires est le sourire. On a ce qu'on appelle le sourire suprême, qui est appelé le saiko. Elles font des chorés et ont des habits standardisés pour le groupe entier, parce que le but n'est vraiment pas de se démarquer. Le but est de montrer que c'est une fille totalement banale, qui peut plaire à tout le monde et qui est proche de sa communauté. Et ce qui est très perturbant aussi, c'est une des règles qu'ont ces idoles, et le fait qu'elles n'ont pas le droit d'avoir de relations. Elles n'ont pas le droit de se marier, elles n'ont pas le droit de se mettre en couple, pour garder en fait cette idée d'être proche du peuple. Comme ça, un homme qui vient voir un spectacle d'idolu sait que cette dernière n'est pas en couple et qu'il peut imaginer qu'il se passe quelque chose avec elle. Même si ce n'est pas le cas, ça reste dans leur imaginaire et ça génère du profit en fait. Et c'est très triste parce qu'en fait, du coup, le corps des idolu est totalement objectivé en fait. On a l'exemple très frappant de la membre du groupe AKB48, Minami Minegishi, qui a été surprise sortant d'un hôtel avec un homme et qui a été licenciée pour cela. On a ensuite vu une vidéo d'elle qui tournait sur les réseaux sociaux où elle pleurait en se rasant le crâne. On voit donc l'instabilité mentale dans laquelle ces idoles se trouvent, toujours à devoir se conformer à ce regard qui est constamment sur elles. Et donc ça révèle quelque chose sur la société japonaise et plus particulièrement sur le comportement des hommes qui ont en fait peur. Ils ont peur des femmes adultes qui sont trop dominantes, trop guerrières, qui portent des enfants, qui vont au travail. Et donc en fait, ils se réfugient chez ces idoles mineures pour l'extrême majorité des cas, qui sont dociles, juvéniles et qui peuvent contrôler à leur escient. En fait, ils veulent se détacher de ce quotidien et de cette domination que les femmes auraient sur eux. Ils veulent garder le contrôle en utilisant des enfants. Mais on pourrait penser que les idoles, même si elles sont exploitées, gagneraient de l'argent, parce que c'est un business qui rapporte. Aujourd'hui, on a plus de 10 000 idoles et un marché qui s'élève à des milliards de dollars. Mais en réalité, ce sont les jimoshu, les agences d'idoles, qui gagnent tout le bénéfice. Elles ne gagnent qu'une infime portion de ce qu'elles rapportent. Donc elles sont tout simplement et purement exploitées. Quelles seront les répercussions sur un enfant quand il aura compris que son corps, sa sexualité ont une valeur marchande, qu'il perd de sa valeur en prenant de l'âge et que le public n'a Dieu pour lui que parce qu'il est encore un enfant. Elles souffrent également d'une pression constante, une pression liée à leur physique. Elles doivent être le plus jeunes possible, on a vu, dès qu'elles deviennent adolescentes, dès qu'elles ont des traits qui commencent un peu à devenir adultes, elles sont virées.
Elles ne doivent pas avoir de relations, elles doivent sans cesse porter des mini-jupes, des mini-habits d'écolière pour plaire aux hommes affamés. Cet idéal de l'enfant pur sert aujourd'hui un système d'exploitation et de contrôle des corps féminins. Pourquoi à l'heure actuelle, on accepte que des jeunes filles soient hyper sexualisées pour nourrir une industrie menée par des géants? Et en fait ça, c'est lié à beaucoup de choses et j'ai donc décidé de diviser ces raisons en 3 catégories. Il faut savoir qu'au Japon, il y a 3 ans, l'âge du consentement était encore à 13 ans. 13 ans, c'est rien. Alors quand on sait qu'en France, c'est à partir de 16 ans, ce qui est tôt, si vous voulez mon avis, 13 ans, c'est vraiment rien du tout et c'est l'un des âges les plus bas pour un pays développé. Et que le viol était considéré comme viol que s'il y avait une tentative d'intimidation qui était avérée. Donc, on le sait, c'est quasiment impossible de trouver des preuves dans le cas d'un viol. Et en fait, c'est cet aspect juridique aussi qui a entraîné un flou. Parce que si l'âge du consentement est à 13 ans, il est totalement normal d'aller voir des petites idoles de 13-14 ans se déhancher sur scène quand on en a 60. Parce que c'est légal et que c'est inscrit dans la loi. Même si en 2023, l'âge du consentement a été repoussé à 16 ans, il y a toujours des pratiques et une zone d'ombre qui existe encore. On a des pratiques comme les shaku ero, qui sont des photos érotiques d'enfants habillés, ou encore les jika, donc c'est-à-dire les jeunes lycéennes, qui sont encore pratiquées à l'heure actuelle. Et la police a encore du mal à intercepter ces pratiques qui sont encore ancrées dans la société, malheureusement. Donc c'est tout ce flou juridique et légal qui entraîne une banalisation de la sursexualisation des jeunes. Deuxièmement, on a cette vision que les idoles pourraient plus tard devenir des stars et qu'en fait, en allant les voir, on soutiendrait en quelque sorte sa carrière. Je suis vraiment impressionné de voir qu'une si petite fille a le courage de monter sur scène comme ça et de se donner en spectacle devant des gens. Ça me donne envie de l'encourager. En fait, on voit ces aidoru comme une sorte de tremplin pour après devenir une idole à l'âge adulte. Alors qu'on sait que dans les faits, c'est faux et que dès que ces jeunes filles développeront des traits matures, elles seront licenciées. Et plus aucun homme ne s'intéressera à elles. En fait, on justifie ces comportements sur le plan moral. Quand il serait immoral de regarder avec perversion des petites fillettes en jupette de lycéennes, il n'est plus immoral de soutenir la carrière d'une jeune artiste. Et troisième et dernièrement, c'est normalisé parce que en fait, c'est ancré dans la culture. Donc c'est-à-dire que les enfants, dès la naissance et depuis des décennies, sont habitués à ces fonctionnements. Et je vais vous donner un exemple très concret. On a un ouvrage, un roman, qui s'appelle Le Dit du Genji, qui est paru au XIe siècle, qui mettait en scène un prince noble et beau, appelé Hikaru Genji, qui avait de nombreuses femmes, dont sa dernière, qui avait entre 10 et 11 ans, qu'il a éduquée, élevée, puis mariée. C'est une histoire qui fait partie du Japon. C'est un roman qui a eu beaucoup de succès à son époque et qui continue d'avoir un impact, et qui montre à quel point la société japonaise est pervertie depuis sa racine. Et que donc ces comportements sont normalisés du fait qu'ils existent depuis des années. Et donc pour changer les mentalités, il faudrait plusieurs années, voire des siècles. Donc on a vu que la société japonaise mettait en avant des idoles jeunes, voire très très jeunes, dans un idéal de pureté. Mais en fait, c'est pas seulement les jeunes filles qui sont touchées par ce phénomène. Au Japon, c'est également les femmes adultes qui subissent ce diktat, mais dans une autre dimension. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I'm going to try out this super creepy. Look at the picture. It looks like the horror movie. Et non, vous ne venez pas de voir une vidéo d'une adolescente de 15 ans dans sa chambre, mais bien d'une adulte d'une trentaine d'années. Et cette adulte, c'est Yumi King. Bien qu'elle soit d'origine chinoise, j'ai décidé de l'ajouter dans la vidéo pour montrer les ravages de la surinfantilisation, notamment dans les pays asiatiques, bien que Yumi King réside sur le continent américain. Elle est le fruit de cette industrie. En effet, cette dernière, qui s'est fait connaître en 2010 sur YouTube pour sa chaîne de DIY, a adopté directement une apparence kawaii enfantin qui plaisait à son auditorat, mais qui cachait une réalité plus sombre. Pour en savoir plus, je vous conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo de Kidology qui est très intéressante sur le sujet, et on voit réellement à quel point l'image de Yumi King a été contrôlée par un homme pendant des années, et cette surinfantilisation en fait était totalement forcée. Heureusement aujourd'hui elle s'en est sortie parce qu'elle a eu un enfant et ça lui a vraiment créé un déclic, mais ça montre à quel point il y a un diktat sur l'apparence qui est réel. Il y a une volonté toujours plus présente de ramener les femmes à leur état primaire d'enfant pour attirer un plus grand auditorat. Yumi King, elle abordait un style kawaii, et le kawaii est aussi un instrument, selon moi, de cette surinfantilisation. Aujourd'hui, le kawaii, on le trouve partout, que ça soit dans des trains, sur des bus, dans la rue, sur des postes de police. Cette esthétique est omniprésente dans la vie des Japonais. Ce terme provient de l'époque Heian et signifiait compassion.
Aujourd'hui, son sens n'a pas vraiment changé et c'est plus cultivé, on va dire, une jeunesse, une innocence, toujours ce mot, avec des sous-genres comme le hero kawa, érotique mignon, qui joue avec les limites de la sexualité, avec des femmes qui portent des oreilles de chat, des petites jupes d'écolière, qui sexualisent, mais en ayant des apparences d'enfants. Enfin, c'est très perturbant. Et en fait, inconsciemment, comme la société japonaise s'est ancrée dans cet univers de kawaii qui fait son soft power, elle impose ce diktat sur les femmes de toujours devoir être plus jeune, de toujours devoir être plus mignonne pour ressembler à Hello Kitty ou à une jeune adolescente. C'est donc dans ce contexte qu'on va parler d'Hatsune Miku, l'idole virtuelle éternellement adolescente. Hatsune Miku est une star de la pop virtuelle créée en 2007 qui se caractérise par sa taille fine, sa poitrine généreuse et son visage enfantin. C'est l'archétype de l'infantilisation par le design. Là où Splenda contrôlait Yumi King sur ce qu'elle devait porter, manger et dire, Yumi King est contrôlée par ses animateurs. Ils peuvent lui faire dire tout ce qu'elle veut. Et ça, c'est dangereux. Surtout qu'elle a un visage d'enfant et qu'elle est censée avoir 16 ans. Yumi King est enfermée dans ce personnage de la fille kawaii. En effet, comme elle est virtuelle, elle reste tout le temps à 16 ans. Elle ne peut pas tomber enceinte, elle ne peut pas avoir de mari, elle ne peut pas avoir de sexualité, et reste donc dans cette image de femme-enfant qui est adulée. On peut la contrôler totalement. Yumi King perd toute agentivité, mais cette innocence montrée aux premiers abords cache en réalité des dérives sexuelles. Il y a notamment une polémique qui a éclaté récemment sur des fanarts, les Mezugaki, donc les femelles gamines, où on représentait Megumi ayant des comportements très sexualisée alors qu'elle avait un visage enfantin. Cependant, je ne cherche pas à diaboliser le kawaii. En effet, cette pratique, avec ses dérivés comme par exemple les lolitas, est également un moyen d'émancipation pour les femmes. Elles ne cherchent plus à juste avoir un enfant et s'occuper de leur mari. Elles cherchent justement à se retrouver à travers un style qui leur est propre, que ce soit un style très mignon, avec les lolitas classiques, ou un style plus gothique, plus subversif. En fait, elles retrouvent leur agentivité à travers le vêtement. Donc en fait, c'est une balance à avoir. À la fois, ce phénomène peut aliéner, mais en même temps, il peut être libérateur pour certaines femmes. Il faut cependant avouer que dans des cas comme Yumi King ou Hatsune, là, on n'est pas dans une libération, mais plus dans un encagement de leur sexualité et de leur image pour des biais économiques purement et sexuels, pour répondre aux désirs d'un auditorat majoritairement masculin. On va se concentrer sur une catégorie de mangas en particulier, les shonen. Les shonen sont plus précisément dirigés vers une tranche d'âge de garçons de 12 à 18 ans. Ils parlent d'aventure, du pouvoir, de l'amitié, du dépassement de soi. Donc on a des mangas comme Naruto, One Piece, Fairy Tail, qu'on connaît tous et qu'on adore. Mais ces derniers offrent une représentation ambiguë des femmes. Malheureusement, elles sont souvent hyper sexualisées pour plaire à un fan service et n'ajoutent rien au récit. En effet, dans ces shonen, la plupart du temps, les femmes, déjà, ne sont pas les personnages principaux de l'histoire. Il n'y a quasiment jamais de personnages féminins qui ont un rôle principal dans ces animés. Et elles sont souvent représentées avec des corps très voluptueux et totalement irréalistes et irréalisables dans la vraie vie, qui représentent le fantasme des animateurs ou tout simplement le fantasme qu'ils pensent assouvir des spectateurs. Beaucoup de graphismes affirment que ces femmes sont faites pour plaire à un fanservice, parce que ça fait vendre tout simplement. Ça n'ajoute rien à l'histoire, mais ça vient améliorer l'expérience du lecteur. C'est vrai que voir Nami en 4K avec des seins énormes, ça nous aide à trouver le One Piece. Et donc ces shonen, avec un auditorat majoritairement masculin, sont aussi vus par des filles qui intériorisent ces caractéristiques. Il faut être mince, il faut être docile, il faut être soumise à l'homme. Et il y a également d'autres choses qui renforcent ça, comme par exemple dans les magazines shoujo qui offrent systématiquement des furoku, donc c'est des cadeaux liés à l'apparence comme des miroirs, des barrettes ou des peignes, qui prodiguent des conseils de beauté à des filles qui intériorisent donc le regard masculin inconsciemment. Mais parallèlement, on peut voir le phénomène des magical girls comme Sailor Moon, qui semblent être des femmes émancipées, guerrières, etc., mais qui sont quand même représentées avec des corps voluptueux et irréalistes. Donc on a quand même cette hypersexualisation, même si on a cette figure d'héroïne. Donc en fait, on voit que la femme est objectivée même à travers le dessin et même quand elle veut s'émanciper. On a notamment la chercheuse Laura Mulvey qui a montré que le cinéma classique favorise le morcellement des corps des femmes davantage que celui des hommes afin de fétichiser et d'érotiser des parties de leur anatomie. Et ça se retranscrit directement dans l'animation japonaise. On a ce qu'on appelle le gaina's bounce, donc c'est-à-dire le mouvement exagéré de la poitrine. Et donc ça crée une double injonction chez les jeunes filles japonaises. À la fois elles doivent être fortes comme Sailor Moon, mais elles doivent également plaire à un regard masculin, être coquettes, féminines,
avec un corps voluptueux mais un visage d'enfant. Et ça crée des complexes dans un pays qui est classé 121e sur 153 pays à l'indice mondial d'écart entre les sexes. Et donc face à toutes ces injonctions, il ne reste plus qu'une seule solution pour les jeunes filles, faire de la chirurgie esthétique. Et ça se transcrit concrètement dans la réalité, avec une augmentation de 43,6% du nombre de centres de chirurgie esthétique entre 2020 et 2023. C'est énorme et ça montre l'importance du marché de l'esthétique au Japon. Mais ici, l'objectif n'est pas comme en France de gommer quelques rides ou d'avoir un nez plus fin, mais c'est de se créer une image d'une fille kawaii, avec notamment la popularisation de la chirurgie de poches sous les yeux. Donc en fait, les jeunes filles se créent des petites poches sur les yeux pour ressembler à des filles kawaii et avoir l'air plus mignonnes et enfantines. Ce standard qui est d'ailleurs imposé aux idoles et aux femmes dans les médias. Il y a un total rejet de la maturité. Les veines, les rides deviennent des complexes face à une société qui prône la jeunesse. La femme perdrait de la valeur en prenant de l'âge, selon la société. Et c'est cette idée qui emmène des filles de plus en plus jeunes à adopter des chirurgies parfois destructrices. La chirurgie esthétique devient l'outil ultime pour se conforter à l'idéal irréaliste des mangas. Mais vous inquiétez pas, il reste de l'espoir et l'exemple de Miyazaki en est un cas parfait. Miyazaki est un animateur et réalisateur qui a cofondé dans les années 80 le studio Ghibli, qui crée aujourd'hui les plus gros films d'animation japonaises. Il sort en 1983 le film Nausicaa de la vallée, et c'est une révolution. Now live at the edge of the jungle. On the verge of extinction. What are you planning to do to my valley? Dans un premier temps, le rôle principal est donné à une femme, Nausicaa. Et cette femme est forte, indépendante et combattante. Autant d'attributs qui sont donnés à des hommes généralement dans les films d'animation. Et ça, c'est l'une des caractéristiques des films de Miyazaki. Des femmes fortes, combatives, pas hyper sexualisées, avec des hommes qui sont souvent mis au second plan et tournés en dérision, la place qui est normalement attribuée aux femmes. ある雑誌に漫画を連載したんです。男はみんな豚の顔で、女性はみんな人間として描いてあるという変な漫画ですが。 Cependant, les personnages féminins de Miyazaki ne tentent pas de ressembler à des hommes ou de les mépriser. La deuxième caractéristique des films de Miyazaki, c'est que les femmes ne sont pas hyper sexualisées, elles n'ont pas des yeux immenses comme on le voit généralement, elles sont habillées avec des tenues larges et avec des formes plutôt normales pour des filles de leur âge. En fait, Miyazaki, il va plus se tourner vers les capacités physiques, mentales, plutôt que leur physique en général. Et la troisième caractéristique des films de Miyazaki, c'est qu'ils ne représentent pas seulement des fillettes d'une vingtaine d'années avec des formes voluptueuses. Ils représentent des enfants, des vieillards. En fait, c'est un miroir de la société japonaise. Ils représentent toutes les entités. Et ça, c'est apprécié par le public. On pourrait penser, au vu de tout ce qu'on a analysé depuis le début de cette vidéo, que des films sans femmes hyper sexualisées avec les seins rebondissants en étant seulement des personnages secondaires ne plairaient pas à l'auditorat. Mais en réalité, c'est totalement faux. Ces films où les femmes sont héroïnes de leur propre histoire sans être hyper sexualisées plaisent. À l'heure actuelle, le film Princesse Mononoke du studio Ghibli est l'un des 5e plus gros succès du cinéma japonais. C'est dire, on voit que la société apprécie en réalité ce genre de film. Et ça pose une question. Si à l'heure actuelle, la société japonaise est en capacité d'apprécier des films comme ceux de Miyazaki ou des héroïnes comme Misato dans Évangélion, est-ce que le problème ne viendrait pas en réalité des industries plutôt que de la société elle-même? Est-ce que cette hypersexualisation ne serait-elle pas forcée plutôt que désirée par les Japonais? C'est une question plutôt complexe à laquelle je vous laisse débattre dans les commentaires, mais je trouve que c'est plutôt intéressant de voir cette ambivalence. Cependant, je nie pas le fait qu'à l'heure actuelle, il y a de nombreux hommes et des femmes qui apprécient ce genre de contenu hypersexualisé parce qu'ils ont été baignés dedans depuis leur enfance et que c'est un schéma valorisé dans la société. Mais les mentalités changent. Le Japon a notamment promulgué une loi en 2014 sur l'interdiction de possession de contenus pédopornographiques et une nouvelle génération d'autrices prend la parole dans le secteur du manga avec des œuvres récentes qui abordent des sujets d'agression sexuelle et de sexisme. Mais alors que faire? Boycotter le kawaii, arrêter les mangas? Ça serait absurde. En réalité, la solution, c'est d'adopter un regard critique sur ces œuvres. Parce qu'on sait que derrière cette mignonnerie se cache un système économique et culturel qui utilise le corps des jeunes filles comme marchandise et comme outil de domination, dans un système où l'enfance est à la fois sanctifiée et marchandisée. Le problème, c'est qu'il n'y a ni cadre législatif, ni prise de conscience que la sexualisation des enfants n'est pas saine.
Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu parce que j'ai fait beaucoup de recherches, mais je trouvais que c'était un sujet vraiment très intéressant qui montrait vraiment une dualité entre cet enfant pur qui est plébiscité, on va dire, par la population japonaise, et à la fois cette hypersexualisation dès l'enfance et qui se continue jusqu'à l'âge adulte avec le fait que les femmes doivent sans cesse ressembler à des petites gamines et tout pour plaire. Donc je trouvais ça grave intéressant, donc j'aimerais bien avoir vos avis dans les commentaires. Et voilà, merci, à plus pour une prochaine enquête.